En fait, quelle est la situation sur l'eau aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on manque d'eau? Alors, je pense qu'on a tous pris conscience effectivement que l'année 2022 était une année tellement particulière. Je ne sais pas si on a pris conscience pourquoi. Parce qu'en réalité, si on regarde les années précédentes, on a aussi eu des années de sécheresse historique. Mais ces années de sécheresse historique, elles s'expliquaient par des vagues de chaleur, elles s'expliquaient par des canicules, mais elles ne s'expliquaient pas par le fait que nous vivions des hivers avec un manque d'eau. Pourquoi? Parce que nous sommes un pays, la France, qui est un pays tempéré, plutôt situé entre un pays humide, la Belgique, et un pays plutôt sec, enfin aride, semi-aride, qui est l'Espagne. Et en réalité, on est un peu cette ceinture et on a été trop habitué à recevoir près de 512 milliards de mètres cubes d'eau. Merci en parlant d'eau. Merci. Et en réalité, on était tellement habitué à les recevoir et donc à avoir des recharges de nos nappes phréatiques, contrairement à d'autres pays qui souffrent cruellement durant cette phase justement et qui ont du mal à recharger leurs nappes. Nous, on avait d'excellentes recharges de nappes phréatiques durant ces dernières années et pour autant, ça ne nous a pas empêchés de basculer en l'espace de quelques mois dans des situations toujours plus importantes, toujours plus historiques ces années précédentes. Et cette année, 2022, c'est la première année où on n'a pas reçu de pluie entre le mois de janvier et le mois de mars. Et il faut comprendre ce que ça veut dire. Ça signifiait déjà que l'on savait dès le mois de mars que la situation serait compliquée. On savait qu'on n'avait pas de recharge hivernale, qu'on n'était pas capable d'avoir ce tampon qui nous permet de tenir pendant la reprise de la végétation durant le printemps, encore moins de tenir l'hiver. Et puis, ajouté à ça, on a eu le mois de mai le plus chaud jamais enregistré en France. Dès le mois de juin, cette vague de chaleur massive qui est venue comme un effet sèche-cheveux sur la France et accéléré cet effet d'évaporation intensive. Et donc, voilà, sans compter toutes ces vagues de chaleur, et puis ça ne semble pas être terminé, puisque vraisemblablement, on devrait retrouver à nouveau des températures exceptionnelles durant la semaine prochaine. Donc, je crois qu'il faut comprendre qu'il y a quelque chose de nouveau qui se joue. C'est une sorte de nouvelle ère. Et en réalité, du coup, ça nous pose la question de ce manque d'eau. Déjà, il faut savoir que lorsque l'on regarde l'année 1976, qui est un peu l'année historique en matière de sécheresse, ou l'année 2003, année qui nous a tous marqués par la canicule, ce sont des années où on n'a pas eu de coupure d'eau potable. On avait toujours de l'eau dans notre robinet. Donc, ce n'est pas quelque chose qui nous a manqué. C'est quelque chose qu'on a découvert en 2005 parce qu'on a eu aussi une année particulièrement sèche. On a commencé à avoir des villages qui avaient des ruptures d'alimentation en eau potable. Et ces dernières années, on commence tout doucement à avoir quelques territoires. Et puis là, c'est comme une sorte d'explosion. À un moment donné, le système s'emballe. On a plus de 100 communes qui se retrouvent avec une rupture d'adduction en eau potable. Je ne sais pas si on peut imaginer ce que c'est de ne pas avoir d'eau potable dans son quotidien. Je me rappelle, l'année dernière, on est parti avec Hugo Clément sur le terrain, justement rencontrer des acteurs. Pour un sujet sur le front. Pour un sujet sur le front. Qui a été réactualisé il n'y a pas longtemps aussi. Exactement. Et c'était tellement important de comprendre le quotidien des gens lorsque la coiffeuse a 3 bidons d'eau avec une petite réserve pour ses clients et qui en réalité va être coupée, ou bien on va devoir gérer toute sa journée en fonction des 2 heures d'eau qu'on va avoir. Donc je crois que ça nous montre quelque chose auquel il faut se préparer, parce que derrière la question de l'eau se cache la question de notre électricité. Et donc, elle se pose en France, mais elle se pose ailleurs aussi, parce qu'on est tellement interdépendants sur le plan économique que ce qui se passe même en Chine actuellement, lorsqu'on voit 66 cours d'eau à sec et des territoires qui ont construit des barrages comme des champignons, des barrages hydroélectriques pour fournir de l'électricité. Et quand on se rend compte que ces barrages sont totalement vides, alors à l'échelle de la Chine, c'est 18% de l'apport en électricité, mais à l'échelle de certains territoires comme le Sichuan, eh bien là, on monte jusqu'à 80% d'électricité qui est fournie par ces barrages. Et donc, qu'est-ce qui se passe lorsque ces barrages n'ont plus d'eau ? Bon, déjà, au passage, la plupart de ces barrages détruisent
quand même majoritairement cette continuité écologique qu'on appelle des cours d'eau, c'est-à-dire qu'on n'a plus ces transports sédimentaires, on n'a plus dans les zones de delta cet apport massif de sédiments qui permet d'avoir des poissons, qui permet d'avoir des populations qui vivent de ça, et donc on a des populations qui migrent. Donc déjà ces barrages en soi, c'est quand même aussi quelque part des fleuves qui meurent un peu partout dans le monde, et je pense qu'il faut quand même le souligner, et en plus ils meurent un peu pour rien, parce que maintenant ces barrages sont vides. Et donc, eh bien, ça donne directement sur la Chine des ruptures d'approvisionnement. Pourquoi ? Parce qu'on ferme les usines, parce qu'on n'a pas assez d'électricité. Et donc, en réalité, c'est quand même important de comprendre que bien souvent, on parle beaucoup d'électricité quand on parle du climat, mais quand on parle d'eau, eh bien souvent aussi, derrière se cache la question de l'électricité. Et en France, d'ailleurs, on est aussi dans cette crise énergétique qu'on est en train de vivre, confronté à ça, du fait des barrages hydroélectriques qui n'ont pas du tout produit ce qu'ils produisent normalement à cause de la sécheresse. Juste pour terminer un peu ce moment un peu état des lieux, pour essayer de comprendre où on en est, est-ce que vous pourriez expliquer rapidement qu'est-ce que ça signifie, en fait, cette 6e limite planétaire du cycle de l'eau douce qui a été dépassée. En fait, qu'est-ce que... Alors, il y a une différence entre ce qui se passe aujourd'hui en France et notre manque d'eau dans nos hydrosystèmes et cette limite planétaire. La limite planétaire qui a été dépassée, c'est la limite de l'eau verte. L'eau verte, c'est l'eau qu'il y a dans nos sols. Donc, c'est l'eau qui, en fait, est absorbée par nos sols et qui est absorbée grâce au microbiote du sol, grâce aux micro-organismes qui permettent justement cette absorption d'ailleurs et du sol et du CO2. Et donc, en fait, ces sols-là ne sont plus aujourd'hui en capacité de pouvoir laisser l'eau pénétrer de par l'artificialisation, de par les formes d'agriculture existantes aujourd'hui de par le monde. Et donc, ce que signifiait cette limite planétaire, c'est simplement qu'on est arrivé à la limite d'un système, de cette eau verte. C'est l'eau qu'on ne voit pas, c'est l'eau qu'on n'a jamais évaluée d'ailleurs, parce que l'eau qui est dans la terre, c'est une eau qui est difficilement mesurable. C'est pas l'eau de nos lacs, c'est pas l'eau de nos rivières ou de nos nappes phréatiques. Et donc, on se rend compte à quel point cette eau qui paraissait si transparente, en réalité, c'est le support même du vivant. Et je pense que ça nous indique quelque chose où on est en train de basculer dans quelque chose de nouveau, donc qu'on ne maîtrise absolument pas. Et c'est surtout ça, je pense, qu'il faut comprendre. Et ça indique aussi, puisque derrière la question de l'eau se cache la question alimentaire, eh bien, cette eau verte, c'est l'eau qui permet justement la production de nos aliments. Merci beaucoup pour cet état des lieux. Donc on l'a vu, voilà, quand on parle de l'eau, finalement, on parle de questions énergétiques, on parle de questions alimentaires, on parle de notre quotidien, on parle de notre vie. Et donc simplement, moi, je voudrais revenir sur voilà, ces 100 communes privées d'eau potable en France. Alain Dupuis, quand on s'est eu au téléphone, vous m'avez dit que ça aurait pu être bien pire. Vous me disiez, si ça s'était passé il y a 10 ans, il y aurait eu beaucoup plus de communes privées d'eau potable. Est-ce que ça veut dire que, d'une certaine manière, notre gestion de l'eau en France n'est pas si mauvaise qu'elle pourrait être une sorte de modèle aussi pour d'autres pays? Alors effectivement, je reprends ce qu'a dit Emma, hein, il y a 10 ans, on n'a pas connu ça, et heureusement. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même eu une prise de conscience et certaines actions ont été menées. Je ne dis pas qu'elles sont perfectibles, loin de là, hein, il faut encore beaucoup travailler, mais typiquement, on a mis en place, enfin les politiques ont mis en place de ce qu'on appelle les interconnexions. C'est-à-dire qu'entre syndicats qui avaient des ressources complètement indépendantes et avaient des réseaux indépendants, la loi oblige les interconnexions. Et c'est un travail de longue haleine. Et je pense qu'on a eu cette année, avec les circonstances qui ont été les nôtres, hein, qui ont été exceptionnelles, mais qui malheureusement sont plutôt la tendance qui va se profiler pour notre futur. Pour être amené à se répéter. Voilà. On permis de limiter une forme de limite de l'ampleur du dégât que ça aurait pu être si on n'avait pas, on va dire, commencé à réagir. Alors oui, le modèle français sert de modèle à pas mal de pays dans le monde. C'est peut-être pas l'idéal, c'est certainement pas l'optimum que l'on puisse avoir, mais par rapport à des modèles de gestion qui sont ailleurs dans le monde, je dirais que c'est pas le pire, loin de là en tout cas. Alors comment est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui justement pour éviter que si cette conjoncture se répète, par exemple l'été prochain, on ait à nouveau des centaines de communes qui soient privées d'eau potable en France? Parce que vous me disiez que par exemple l'échelle d'action c'était le territoire, parce que vous êtes vraiment là-dessus, sur vraiment les spécificités régionales. C'est ça. Malheureusement, on a défini ça comme des solutions faisant appel à ce qu'on appelle le mix hydrique.
Le mix hydrique, ça veut dire quel est l'ensemble des solutions qu'on va pouvoir mobiliser pour répondre à nos besoins dès l'instant où nos besoins sont raisonnables et raisonnés. On n'est pas sur une satisfaction totale de nos besoins sans limite. Mais malheureusement, le type de solution qu'on va pouvoir mettre en place, c'est quelque chose qui va être très local. Le grain, ce n'est pas la région, ce n'est pas le département, c'est encore beaucoup plus petit. Ce sont des territoires sur lesquels on va pouvoir appliquer des solutions. Et ça, c'est du cousu humain, je vous l'ai dit. C'est des solutions. Deux territoires voisins ne vont peut-être pas avoir le même profil de solution et donc pas avoir les mêmes finalités, les mêmes autorisations de prélèvement sur le milieu, si tant est qu'on puisse encore le faire. C'est tout ça qu'il va falloir mettre en place. Et ça, par contre, c'est un vrai chantier. On a des solutions d'ingénierie environnementale. Actuellement, on travaille beaucoup en recherche sur des solutions dites fondées sur la nature. C'est-à-dire qu'on essaie d'imiter au mieux ce que sait faire la nature, sauf qu'on en a privé avec notre... Vous pourriez donner un exemple de ce type de solution par exemple ? Oui, ça a été évoqué. Le problème de l'imperméabilisation des sols fait que là, en ce moment, on est en train de dire il faut désimperméabiliser les sols, mais ce n'est pas simple. Ce n'est pas parce qu'on enlève une structure en surface que le sol reprend sa fonctionnalité. Donc typiquement... Il faut régénérer les sols aussi. Il faut le régénérer, il faut l'aider. Si on a une ressource en eau, on travaille par exemple à faire de la recharge artificielle de nappes. Autrement dit, on renvoie de l'eau à des systèmes aquifères, quand ils existent, pour qu'in fine, le milieu, c'est la Garonne, puisse en bénéficier. Alors justement, sur cette question des sols, Thomas Binet, vous avez récupéré votre ferme familiale dont vous vous occupez et vous travaillez donc spécifiquement sur la question de la réduction de la consommation d'eau en agriculture. Il faut savoir que quand on parle de l'eau consommée, l'agriculture représente 45%. C'est la première consommatrice puisqu'elle représente 45% du total. Et vous m'expliquiez justement, quand on s'est eu en préparation de cette table ronde, que finalement il y avait beaucoup de gens qui travaillaient sur l'offre, là vous parliez de solutions d'offres, mais que très peu travaillaient sur la demande, donc aussi de vraiment travailler une forme de sobriété sur l'eau pour que la demande soit moins importante. Quelle est la solution que vous proposez vous aujourd'hui, puisque vous montez une association, c'est ça la grande annonce. Merci pour l'intro. Oui, j'aurais pas dit mieux. En fait, nous on s'intéresse, et moi je m'intéresse pas que je suis petit, parce que ça. Mais en tout cas, le sujet de l'eau dans. Peut-être un peu plus je sais pas, je peux pas être plus près là. Voilà. Ouais, c'est mieux, J'en prends deux. Un micro, je crois que c'est. Non, ça va aller. C'est pas aussi important que ça ce que j'ai à dire. Si. En tout cas, depuis que je suis petit, j'ai grandi au milieu de la tragédie des communs liée à l'eau. C'est-à-dire, mon père avait une ferme avec un lac privé et puis un lac partagé avec ce qu'on appelle une ASA, qui est une association d'utilisation ensemble de l'eau. Et ce que je voyais pendant l'été, c'est que donc, tout le monde utilisait l'eau plus ou moins bien, avec pas forcément de suivi. Et puis vers le 15 août à peu près, quand tout le monde voyait visiblement que la ressource était en train de s'épuiser, là, comme par miracle, tout le monde se mettait à arroser comme des malades et le lac disparaissait d'un coup, même s'il n'y avait pas forcément des besoins. Et donc, en fait, ça, c'est visiblement, je pense, la tragédie des communs, qui est cet accès libre à une ressource qui fait que chaque individualité, en fait, ressort par rapport à un intérêt collectif. C'était assez frappant et ça m'a toujours frappé. Et donc, moi, plus spécifiquement sur l'agriculture, c'est ce que vous disiez. Je suis allé à une conférence organisée par l'Agence française de développement il y a de ça quelques années sur le bassin méditerranéen. Et on m'a demandé d'intervenir sur la notion de paiement pour service environnemental, qui est une mécanique de financement et d'incitation à réduire ou à générer un impact positif sur l'environnement. Et on parlait de la demande en eau, et personne autour de moi, aucun des projets ne parlait de réduction de la demande, mais tous étaient plutôt sur développer un barrage, développer des méthodes de forage, monter une usine de désalinisation. Et en fait, on se rendait compte qu'on était, en tout cas tous les projets concouraient à augmenter l'offre. Voilà, donc offre-demande, c'est un truc d'économiste, mais en gros, vous comprenez ce que ça veut dire, c'est-à-dire plus d'eau disponible pour développer, pour générer plus d'impact, etc. Et ça, c'était assez frappant. Et suite à ça, donc, on a décidé de lancer
un projet qu'on a appelé WaterShift pour le changement d'utilisation de l'eau, qui donc depuis 15 jours. Et je profite de cette tribune donc, pour lancer officiellement l'association WaterShift, donc watershift.org. Ouais, l'association WaterShift est officiellement lancée. Ouais, merci beaucoup. Et on a même un site web, donc watershift.org. Et c'est donc, pardon? Comment ça s'écrit? Ah oui, c'est vrai que c'est de l'anglais. WaterShift. Voilà. .org. Et l'objectif de WaterShift, c'est justement de travailler sur la réduction de la demande en eau en agriculture. Et donc là, on s'intéresse à tout ce qui est solution pour mettre tout ça en place. Peut-être que j'en reparlerai, je ne veux pas monopoliser la parole. Mais Non, mais on fait un premier tour comme ça, et puis après, l'idée, c'est aussi que voilà, ça soit plus libre dans l'échange. Donc, n'hésitez pas aussi à rebondir les uns sur les autres. Vous avez le temps de visiter le site web, et puis je reprendrai la parole tout à l'heure, sinon. Alors juste quand même rapidement, est-ce que vous pouvez expliquer quel type de solution vous proposez justement pour réduire la consommation d'eau? L'idée, c'est vraiment aussi qu'on rentre un peu dans le détail des solutions, et puis on va aussi en parler avec Aïda. Ça me va bien. On vient de travailler cet été avec plusieurs partenaires spécialistes de l'arboriculture, donc sur une première expérimentation Covid oblige en France, avec Pink Lady, qui est donc une marque de pommes, a essayé de développer un outil qui allie à la fois le traitement de photosatellites avec des technologies connectées comme des sondes capacitives qui permettent de regarder la réserve utile en eau, et pour essayer de réduire les coûts de suivi de la réserve en eau du sol pour mieux piloter en fait l'irrigation des pomiculteurs. Et donc ça, c'est quelque chose de très technique, un travail de spécialiste qui nous a permis en fait l'objectif de ça, c'est de développer une solution qui soit pas chère, voire gratuite, et qu'on pourrait développer sur des agrumes, sur des oliviers, sur de la vigne, sur des amandiers, sur du pistachier lentisque, etc., tout autour du bassin méditerranéen, pour en fait donner accès à des agriculteurs gratuitement, un pilotage de l'irrigation pour mieux en fait doser leur irrigation en fonction des besoins et du stress hydrique de la plante. Est-ce que vous avez une idée aujourd'hui de à peu près de combien de pourcents ça a permis de réduire la consommation d'eau, par exemple, par rapport à... C'est une question la saison n'est pas encore terminée, Ah, puisque les pommes, c'est pas encore fini, mais on est a priori sur des réductions significatives. C'est d'ailleurs la première question que j'ai posée à mon équipe. Non, j'ai pas de chiffre, mais un ordre de grandeur, je sais pas. Non. En tout cas, il y a une amélioration de la qualité, donc un impact économique. Non. Et clairement un meilleur dosage de l'irrigation. Mais le sujet, honnêtement, il n'est pas sur les pommes de Vendée, même si ça va venir dans pas longtemps. Il est aussi sur les autres cultures du bassin méditerranéen, voire du Sénégal. Et donc, ça, c'était un premier outil technique qui nous permette de travailler à la fois sur la dimension économique, mais aussi sur la dimension de discussion et du collectif. Parce qu'il faut intéresser les agriculteurs si vous voulez mettre en place des outils. Parce que un des risques, et je pense que je n'ai pas la solution là-dessus, mais pour moi, ce qui me fait le plus peur dans l'utilisation d'eau et la demande en eau, c'est ce que les économistes appellent l'effet rebond. C'est-à-dire, quand on met en place une technique, que vous achetez par exemple un lave-linge qui consomme moins d'énergie, vous avez tendance à faire 3 fois plus de lessive. En fait, c'est ça. On le retrouve aussi sur le numérique, par exemple. Et je dirais que c'est la plaie de la transition écologique, c'est-à-dire que tout le monde néglige l'effet rebond dans les objectifs de transition écologique. On dit on va réduire ça et tout va bien se passer. Sauf qu'en réduisant ça, on rend les choses beaucoup plus incitatives. Si on met en place une technologie ou une technique pour réduire la consommation, ça peut faire aussi qu'on va consommer encore plus, quoi. Exactement. Et on a des effets en fait comme ça en Tunisie sur les plantations d'amandiers là qu'on a constaté, où en fait en cherchant à mettre en place du goutte à goutte par exemple, qui est cette technique qui permet de réduire vachement les réductions. Alors peut-être 20 à 30%, voilà, un chiffre. Allez, vachement c'est mieux. Par rapport à de l'eau gravitaire avec l'eau qui circule dans les rigoles. Donc à l'hectare, on réduit de 20 ou 30% la consommation d'eau. C'est top. Sauf qu'en fait, les incitations, notamment du gouvernement tunisien, à acheter et à installer ce goutte à goutte, en fait, sans contrôle ou sans obligation de substitution, par exemple, ont généré un effet d'aubaine. Et en fait, je crois que
les chiffres qui nous sont revenus, c'est la production d'amandiers a été multipliée par 20 ou 30. Et donc, y compris dans des zones impropres à la culture, on se retrouve avec des plantations d'amandiers en goutte à goutte. Et donc, Oui, qui se mettaient en place pour pouvoir voilà. toucher les subventions. Et l'utilisation de l'eau pour la culture de ces amandiers, elle a été multipliée peut-être par 15 ou 20, alors que l'effet, c'était une réduction à la parcelle. Voilà. Donc ça, c'est l'effet rebond collectif. Et on l'a clairement chez des agriculteurs aussi, où quand vous réduisez en fait votre consommation d'eau, bah, vous allez planter un autre hectare à côté parce que finalement, vous avez de l'eau disponible. Donc pourquoi la gaspiller ? Bon, bah, on va revenir sur toute cette question justement des solutions et aussi donc des fausses bonnes solutions. Je termine ce tour de table avec vous, Haïdar. Donc, comme je disais, vous êtes ancien ministre de l'Environnement au Sénégal. Je rappelle que... Comment ? Très ancien. et je rappelle donc que sur le continent africain, il y a un citoyen sur 3 qui est affecté par le manque d'eau. La première question, moi, que je voulais vous poser, c'est d'une certaine manière, comment est-ce que aujourd'hui le Sénégal fait face à cette question de la problématique de l'eau ? Bon, Sénégal, c'est vaste. Au nord, il pleut 100 mm de pluie par année. Au centre, à peu près 400. Au sud, un peu plus de 1000. Donc, Sénégal, c'est tout ça. Alors, quand tu dis Sénégal, moi, j'ai surtout envie de dire bienvenue au club de ceux qui manquent d'eau. Mais, le pire est devant nous. Il ne faut pas regarder sur le rétroviseur, là. C'est devant nous et ça va venir. Seulement, je rigole toujours quand on nous dit qu'il faut fermer le robinet. Parce qu'on ne le dit pas à Coca-Cola, à Heineken, à Danone, à toutes ces multinationales, mais qui pompent toute l'eau de la terre. Oui, que le Coca-Cola, notamment au Mexique, qui pompe les nappes phréatiques. Qui génèrent énormément de profits, qui sont propriétaires de beaucoup de médias, qui lancent les politiques qu'ils veulent. Et après, le monde, il fonctionne comme ça. C'est ce monde qu'on a construit. Et ça suffit, quoi. Bon, on a beau faire des efforts. Moi, j'ai été ministre de l'Environnement 2 ans et demi à peu près. Bon, j'ai attrapé des trafiquants. Et quand j'ai attrapé les trafiquants de forêt, mais des choses inimaginables, hein. Des milliers de conteneurs de bois de valeur, le bois de veine, bois de rose, qui étaient coupés dans les forêts de Casamance, sud du Sénégal, via la Gambie, qui allaient en Chine. Des milliers de conteneurs. Et un jour, j'ai attrapé un trafiquant qui avait beaucoup de conteneurs. Et ben, on m'a engueulé, là-haut, là, parce que j'avais soi-disant attrapé un marabout. J'ai dit non, j'ai attrapé un trafiquant. Il m'a dit non, c'est un marabout. J'ai dit, moi, je ne sais pas que c'est un marabout. Moi, je ne m'intéresse pas au marabout, je m'intéresse aux trafiquants de bois. Et j'ai attrapé un trafiquant de bois. Pour vous dire, le problème est tellement grave qu'une semaine après avoir été nommé ministre de l'Environnement, j'ai envoyé un inspecteur de l'État contrôler combien de camions de bois, de charbon étaient passés au poste de contrôle le plus important, qui se trouve à Kaffrine, à peu près 200 km à l'est de Dakar. Et il me revient avec des chiffres mais extraordinaires. Donc je convoque le directeur, à l'époque le directeur des eaux et forêts, je dis mais enfin monsieur le directeur, il me revient qu'en 3 mois, je viens d'être nommé depuis 3 mois, il y a 1560 camions de 30 tonnes de bois qui ont passé le poste de contrôle de Kaffrine et 2580 camions de 400 sacs de charbon, donc plus d'1 million de sacs, qui sont passés par le poste de contrôle. Et là, il pousse un cri. Ah! Mais ce n'est pas vrai, je conteste ces chiffres. Je dis, ah, bon, alors, vous allez les compter vous-même et vous allez être accompagné du directeur de cabinet et de l'inspecteur d'État. Ils reviennent une semaine après, il me dit, ah, monsieur le ministre, vous aviez raison, les chiffres là sont bons. Je dis, bien. Simplement pour revenir sur l'eau. Oui, oui. Oui. Mais l'eau est liée aux arbres. Bien sûr, mais justement, j'allais faire le lien puisque vous vous occupez du projet de Grande Muraille Verte, donc, dont le but est aussi de faire reculer la désertification. En quoi, justement, est-ce que vous nous expliquez en quoi est-ce que... Blablabla, hein. Grande Muraille Verte,
Ah, Et d'accord. l'otage de la FAO qui capte 100% des fonds et qui n'a réussi à faire que 4% de sa mission. Donc c'est le journal Le Monde qui a fait une grande enquête. Et je reviens à ma forêt qu'on a pillée là, parce que la Grande Muraille Verte, elle n'a de grande que son nom. Et en quoi? Non, mais est-ce que vous pouvez expliquer pour les personnes qui ne sont pas forcément j'étais directeur de la spécialistes de Grande ces Muraille Verte questions? et de l'agence de la Non, reforestation. c'est pas ça que je voulais dire. C'est en quoi est-ce que le fait de planter des arbres, en quoi est-ce que en fait c'est lié à la question de l'eau aussi, justement. Bien Cette sûr. question de la préservation et aussi de la replantation. La vie de l'arbre commence par la graine et la vie de la graine commence par l'eau. Donc tout est lié. Complètement. Alors, la zone de la Grande Muraille Verte, en tout cas celle que j'ai trouvé le tracé quand on m'a nommé directeur de la Grande Muraille, mais déjà à l'époque quand on m'a nommé ministre de l'Environnement, c'est un tracé qui passe par un chemin où l'eau est à 250 mètres de profondeur. Il faut avoir les moyens pour aller le chercher. Alors qu'on l'aurait déplacé à peu près à 100 km au sud, on était dans la vallée fossile où l'eau est à 4 mètres de profondeur, sur des milliers et des milliers d'hectares. Donc, à peu près 150-200 km de long, sur à peu près 100 km de large, qui sont les vallées fossiles, avant qu'on ait créé le barrage de Manantali, donc qui regroupe le Mali, le Sénégal, la Mauritanie. C'était des grandes zones humides. On a fait le barrage, on a bloqué l'eau pour faire de l'électricité. Toutes ces zones ont été asséchées, mais l'eau est en bas. Seulement, on a mis la muraille verte là où l'eau est à 250 mètres de profondeur et on ne sait pas aller le chercher. Moi, je me suis dit, il faut qu'on trouve des techniques parce que les arbres, la forêt, donc la forêt amène l'eau, mais la forêt est liée à des animaux. Tous les arbres sont liés à des animaux. Si vous avez un arbre dont les graines, les fruits sont mangés par des animaux qui les dispersent après, l'arbre vit. Si vous avez par exemple le rognier, le seul animal capable d'avaler une centaine de fruits du rognier, c'est l'éléphant, il n'y a plus d'éléphant. Donc le rognier est en train de disparaître. Et c'est toute cette biodiversité, parce que la forêt a besoin de cette biodiversité, d'animaux qui dispersent les graines, de diversité d'arbres pour résister, parce que s'il y a une seule plante, elle ne résiste pas. Voilà, en tout cas, c'est vers ça que je suis allé, disperser les graines. Essayer de trouver des techniques qui n'ont pas besoin de beaucoup de moyens, parce que nous, malheureusement, on n'a pas beaucoup de moyens. Mon premier budget d'investissement pour la Grande Muraille Verte, c'était 75 millions de francs CFA. Je ne sais pas combien d'euros ça représente par année. 1 euro, c'est 650 francs CFA. Donc 120 000 euros. Mon premier budget annuel. Alors, l'ambassadeur de l'Union européenne m'invite à venir là-bas et me dit, voilà, j'ai 6 millions d'euros pour la Grande Muraille Verte. J'ai poussé un cri de joie. Elle me dit, mais enfin, monsieur, il ne s'agit que de 6 millions d'euros. J'ai dit, mais madame, mon budget annuel d'investissement, il est de 120 000 euros. À l'époque, je n'avais pas fait le calcul, merci pour le calcul, mais je l'ai dit, 75 millions de francs CFA. Donc, vous voyez, 6 millions d'euros, c'est presque 3 milliards. Donc, bien sûr, je suis content. Elle me dit, mais je vais confier ça à la FAO pour qu'elle gère ça pour la Grande Muraille. J'ai dit, madame, c'est votre argent, vous en faites ce que vous voulez. Vraiment, c'est votre argent, vous pouvez le brûler, vous pouvez le donner à la FAO, vous le donnez à qui vous voulez. Mais si vous le donnez à la FAO, moi je suis directeur de la Grande Muraille Verte, vous enlevez mon nom. Je refuse de travailler avec ces gens. 90% de leur budget va en des études, en des fonctionnements, en des voyages. J'ai dit, je refuse. Moi, je veux planter des arbres.
tout ce que je demande. Et moi, je suis planteur d'arbres, j'en ai planté beaucoup, hein, vraiment. J'ai reçu un message par WhatsApp. On va peut-être continuer juste un peu le tour des solutions pour que. Mais merci beaucoup déjà pour ces premiers éclairages. Emma Ziza, je me retourne vers vous. En fait, on a un peu commencé à voir quelles étaient les pistes d'action qu'on pouvait entreprendre, à la fois pour s'adapter, mais aussi pour vraiment imaginer une meilleure gestion de l'eau. Pour vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui manque fondamentalement en fait, dans cette question de l'adaptation, de la gestion de l'eau? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Si on vous donnait les clés, on vous disait, voilà, là en France, vous pouvez vous occuper de la gestion de l'eau, vous feriez quoi? Ça commence pareil. C'est une grande question parce que je crois qu'en fait, la première chose que je ferais, c'est de faire en sorte qu'on respecte le cycle de l'eau. Je crois qu'on a oublié de le respecter, on a oublié de comprendre à quel point, lorsque une goutte d'eau tombe sur le sol, le temps qu'elle rejoigne une nappe phréatique, c'est tellement long, tellement compliqué, c'est tellement difficile que si on ne comprend pas à quel point nos réserves phréatiques sont fragiles et sont essentielles pour créer un équilibre planétaire, on passe complètement à côté de cette préservation. Après, on peut parler de tous les cycles. Tout ça, tous ces cycles sont liés. Et je crois qu'il faut comprendre à un moment donné ce qu'est une pluie. Et quand cette pluie, elle tombe, il faut comprendre que déjà, de 2/3 repart tout de suite dans l'atmosphère. Donc beaucoup d'agriculture, d'ailleurs, dans le monde, se fait grâce à l'agriculture pluviale, parce que justement, elle va prélever cette terre. Mais cette terre, pour prélever cette eau, faut-il encore qu'elle en ait la capacité? Faut-il encore qu'on lui permette de laisser cette eau pénétrer? Et je crois que tout l'enjeu, et c'est ce qui est soulevé aujourd'hui, c'est vraiment cette question non seulement de cette eau qui tombe et qui repart et qu'on pourrait utiliser intelligemment et qu'on n'utilise pas intelligemment, à mon sens, de cette eau qui pénètre et qu'on va prélever massivement alors que c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et là, j'ai entendu parler de nappes fossiles. Il ne faut pas oublier que dans le monde entier, on est en train de piller toutes les nappes fossiles, toutes les nappes phréatiques. Je ne sais pas si on imagine ce que ça signifie. C'est 15 milliards de kilomètres cubes d'eau qu'on prélève massivement, à l'image de ce qu'a fait à l'époque le colonel Kadhafi, qui avait imaginé construire la 8e merveille du monde, la grande rivière artificielle. Et donc, il a décidé de prendre une nappe qui s'était infiltrée il y a 1 million d'années et de prélever massivement cette nappe pour la donner à Tripoli. Si on ne comprend pas que ces millions de mètres cubes d'eau qu'on va chercher dans cette profondeur, qui sont là à l'équilibre, qui crée un équilibre planétaire entre le cycle supérieur et le cycle inférieur de l'eau, et qu'on l'amène ça dans le cycle supérieur, on piège cette eau, et donc on retrouve un cycle qui s'accélère. Et c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement. Actuellement, nous ne vivons qu'à travers une alternance entre du trop d'eau et du pas assez d'eau. Et donc, je crois qu'il faut redonner cette valeur et ce respect à cette terre, et redonner cette valeur à cette eau qu'on a trop maltraitée. On a traité l'eau comme on a traité le pétrole. À la limite, j'allais dire, en fait, ce que vous dites sur les nappes, c'est la même chose. C'est qu'on essaie d'aller extraire le pétrole jusqu'à la dernière goutte. Ça va même plus loin. C'est-à-dire que maintenant, on utilise même les outils, les engins pétroliers, les engins d'extraction pétrolière pour aller prélever à 500 mètres cubes de profondeur. Donc, et d'ailleurs, quand on regarde les plus grands propriétaires terriens en Californie, c'est Exxon. Donc, c'est un pétrolier qui exploite des terres agricoles et qui exploite les nappes fossiles jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et donc, je pense qu'on n'a pas compris quelque chose. C'est qu'effectivement, il y a toujours eu de l'eau sur Terre. On est cette planète bleue. Il y a même 2 fois l'équivalent de nos océans dans le manteau inférieur. Si on regarde à tous les échelons, nous avons effectivement de l'eau partout. Mais si on ne comprend pas à quel point ce cycle, qui depuis des millions d'années est à l'équilibre, on perd un peu d'eau en haute atmosphère, on en regagne avec les comètes, on en perd dans les zones de subduction, on en regagne dans les dorsales océaniques, mais il y a toujours un équilibre. Sauf que si on vient prélever ces 15 milliards de kilomètres cubes d'eau dans ces milieux souterrains, là on déséquilibre l'intégralité du cycle de l'eau. Et je crois qu'il va falloir le considérer parce que ça veut dire que les solutions face au changement climatique, elles passent aussi par le respect de cette eau. Donc voilà, je voulais simplement rebondir sur cette question et je pense que
comprendre ça, c'est comprendre aussi le chemin et la voie à prendre pour que nous soyons tous ces gardiens de l'eau, parce que nous sommes tous de très très grands usagers de l'eau, que ce soit à l'échelle de bien entendu de ce qu'on boit, mais il faut sortir du dogme de la douche, sortir du dogme du bain. Il faut comprendre que nos habits ont asséché la mer d'Aral. Il faut comprendre à quel point tout ce que l'on consomme n'est finalement que de l'eau partout. Et donc, en fait, cette eau cachée, il va falloir maintenant la révéler pour qu'on puisse en comprendre l'importance et surtout comprendre qu'elle commence à manquer maintenant sur les continents et que c'est sans doute ce qu'il y a de plus dur aujourd'hui à conserver. Oui, c'est vrai qu'en fait, on a très peu les ordres de grandeur en tête et on parle de couper l'eau en se brossant les dents, alors que par exemple, quand on mange un steak, derrière, pour produire ce steak, il a fallu des centaines et même des milliers de litres d'eau, et c'est la même chose quand on achète un jean ou autre. Il y a une autre question aujourd'hui, c'est celle de l'eau de pluie. Il y a une étude qui est sortie cet été qui montre que l'eau de pluie est maintenant impropre à la consommation. Est-ce que c'est aussi un énorme enjeu en fait de dire que maintenant l'eau de pluie n'est plus potable? Je pense que c'est simplement le marqueur de à quel point on a une capacité, une propension extraordinaire à polluer tous les milieux. Si on est même capable de polluer le cycle de l'eau lui-même par ces rémanents plastiques qui restent dans l'atmosphère, je crois qu'on était capable de se rendre compte de l'état médiocre de beaucoup de nos nappes phréatiques. On était capable aussi de comprendre cet enjeu qu'on n'a pas réussi encore à relever, de préserver nos rivières parce qu'il y a trop d'utilisateurs. Et en fait, on a trop vu la question de l'eau comme une économie derrière. Et donc, si on ne comprend pas qu'à un moment donné, en puisant sur cette économie et en pensant croissance indéfinie, en s'appuyant sur cette économie, eh bien, cette eau, cette ressource ne devient plus renouvelable. Et c'est cette renouvelabilité qu'il va falloir travailler nécessairement et prendre conscience à quel point il faut changer de modèle parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. On est dans une année 2022, mais dans 5 ans, on aura encore plus de communes qui manqueront d'eau. Et qu'est-ce qu'on fait si on a de grandes agglomérations qui manquent d'eau? Comment est-ce qu'à un moment donné, on n'aura pas les camions-citernes pour aller ravitailler, on va faire quoi? C'est ce qui a été fait cet été, d'utiliser les camions-citernes. Et puis on est tous tellement pas logés à la même enseigne entre ceux qui utilisent l'eau, si vous voulez, au niveau... certains sont capables d'avoir 40 années de sécheresse et auront de l'eau. Alors que d'autres, situés à 15 km de là, sont déjà dans des situations critiques. Donc voilà, je pense que comprendre notre rapport à notre territoire, notre rapport à notre bassin de vie et à quel point on peut ou ne peut pas être fragile, mais il va falloir réfléchir autrement nos territoires, je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Merci beaucoup Alain Dupuis, vous avez beaucoup travaillé sur... Pardon. Vous avez beaucoup travaillé sur la question du territoire, sur comment est-ce qu'on préserve l'eau, aussi la question de la demande. Est-ce que vous avez des exemples aujourd'hui de choses qui fonctionnent et où vous dites, bon, ça, il faudrait, même si vous me disiez, évidemment, il y a une spécificité des territoires, mais quelque chose qui, finalement, nous donne, je sais pas, une sorte de lueur d'espoir en se disant, bon, peut-être qu'on va réussir à gérer cette situation et, comme je vous le disais plus tôt, faire en sorte que l'été prochain ne soit pas le même que celui qu'on a vécu. Alors, oui, effectivement, mais c'est ce qui vient d'être rappelé, hein. Pour moi, je suis hydrogéologue, donc quand j'entends parler de nappe, ça me fait, c'est du baume au cœur, hein. C'est vraiment mon cœur de métier. Entendre qu'il faut les respecter, c'est encore plus ça. Il faut bien comprendre que la dynamique que l'on vit en surface du cycle de l'eau n'a rien à voir avec celle que l'on a sous nos pieds. Déjà, à quelques mètres de profondeur, ça a été évoqué, mais là, on va donner des chiffres, hein. Pour qu'une eau arrive à quelques mètres de profondeur, on peut compter plusieurs mois. Et plus on descend, plus on va augmenter, mais malheureusement pas linéairement, c'est-à-dire qu'on va passer facilement à l'année, à la dizaine d'années, au siècle, au millénaire. Sous Bordeaux, l'eau qui est dans nos robinets sort de 2 aquifères, l'Oligocène, l'Éocène, 100 mètres de profondeur, 200 mètres de profondeur. L'eau varie entre 10 000 et 15 000 ans d'âge. Donc ça veut dire que l'eau a mis 10 000 à 15 000 ans pour arriver sous nos pieds. Donc c'est une ressource, hein, bien entendu, c'est un trésor. Une des actions qu'on essaie de mener, c'est de redonner, je vous l'ai dit, cette fonction de stock au milieu souterrain, parce que c'est facile, il était là pour ça, il a servi à ça. On n'y était pas quand ça fonctionnait déjà. On lui redonne ces actions-là, cette action-là de stock.
On appelle ça de la recharge artificielle. Il y a plein de pays qui se sont essayés avec plein de types d'eau différents comme eau de ressource, parce qu'encore faut-il avoir une eau à introduire dans ce milieu pour pouvoir s'en servir plus tard. Alors quand je dis s'en servir, hein, c'est nous, mais pas que nous. Ça peut être le milieu naturel, ce qu'on appelle dans notre jargon les milieux aval. Là, l'exemple auquel je pense, la recharge artificielle dans le Val-de-Garonne, c'est pas pour donner plus d'eau aux agriculteurs, ni à une population pour consommer, c'est simplement pour faire à quelques endroits 3 fois 1 mètre cube seconde de plus dans la Garonne, en plein été, une eau à 14 degrés, oxygénée, quand elle est plus sans oxygène et à plus de 30 degrés dans la Garonne. Voilà. Donc en fait, on a des sites, on appelle ça des démonstrateurs, on a des programmes de recherche, on met en commun ce qui s'est fait et ce qui a été appris dans d'autres pays, on apprend des erreurs aussi. On fait attention de ne pas transposer, parce qu'une transposition, c'est prendre une idée, la remettre à un endroit, et si ce n'est pas le bon endroit, ben c'est une catastrophe. Ça peut générer une catastrophe. Donc ça demande du temps, malheureusement, et là, on a été rattrapé par l'actualité, hein, ça a été dit. Le changement climatique tel qu'on l'avait projeté nous a un peu rattrapés, et donc il faut qu'on accélère. Mais le sous-sol, c'est une de nos ressources. C'est un des moyens, un des leviers dont on peut bénéficier pour travailler. Et j'ai entendu ce que vous disiez. C'est vrai que ça aurait été plus logique d'installer des arbres quand la nappe est à 4 mètres de profondeur qu'à 200 mètres. Ça, c'est simple et c'est aussi logique que voilà. Rien à rajouter, quoi. Et c'est ce que vous me disiez aussi quand vous étiez venu sur place, sur le fait que les choses s'accéléraient et qu'on ne s'imaginait pas que ça irait aussi vite, d'une certaine manière. Thomas Binet, vous parliez tout à l'heure justement de l'effet rebond, des fausses bonnes solutions. Est-ce que dans votre association, vous parliez justement de pays qui font un peu figure d'exemple, et vous le disiez, Haïdar aussi, bienvenue dans le club de ceux qui manquent d'eau. Il y a des pays qui manquent d'eau depuis des années, et est-ce qu'il y en a qui font figure d'exemple dans ce qu'ils ont fait en termes de gestion, en termes de sobriété, où on se dit, voilà, ça c'est quelque chose qui pourrait être répliqué dans d'autres régions qui sont victimes de stress hydrique, ou pays d'ailleurs? Ça fait plusieurs mois qu'on travaille à recenser un peu ces initiatives. Ce qu'on constate, c'est qu'elles sont, je pense qu'il y a 2 caractères principaux. La première, c'est qu'elles sont toujours sur mesure. Il n'y a pas de solution standard à des problèmes. Vous le disiez, en fait, chaque bassin versant est particulier, chaque enjeu, chaque utilisation, chaque usage, en fait, appelle des solutions particulières. Donc, je pense qu'il n'y a pas de standard. Hein, c'est ça qui n'est pas évident, il me semble. Et le deuxième, en fait, ce qu'on constate, c'est que la plupart des solutions qui permettent d'éviter ce fameux effet rebond, elles sont collectives. Je parlais de solutions techniques, technologiques pour les agriculteurs. Je pense que c'est très bien, mais c'est clairement pas suffisant. Parce que, justement, en fait, si l'eau bien commun n'est pas géré collectivement et arbitré, mesuré, il ne se passe rien. Et je pense que, moi je ne suis pas le plus versé dans les exemples particuliers. Je citerai un bouquin qui fait office de référence pour moi, qui s'appelle Agroécologie in Action, de Warner, qui recense en fait toutes les démarches un peu collectives, les initiatives qui ont permis de mettre en place des pratiques agroécologiques. Parce que souvent, pour l'arbre, c'est le cas. L'arbre, c'est l'eau, l'arbre, c'est la vie. Et ben, en agriculture, les solutions agroécologiques font partie pour nous du top 5 des meilleures solutions à mettre en place pour réduire la demande en eau en agriculture. L'agriculture de conservation des sols, l'agroforesterie, des pilotages, ou en tout cas d'essayer de travailler à remettre du carbone dans le sol. Vous parliez de solutions fondées sur la nature. J'ai un scoop, le carbone, c'est une solution fondée sur la nature qui permet de jouer un effet d'éponge particulier dans le sol. Alors Emma peut-être en parlera beaucoup mieux que moi là-dessus. Donc, j'ai pas de panorama des solutions, mais moi ce qui me paraît important, et l'effet rebond, c'est ce qui me réveille la nuit, c'est ce qui m'empêche de dormir. On a ces solutions techniques à l'échelle des parcelles qui permettent d'intéresser les agriculteurs. Et ensuite, nous, on a voulu sauter directement dans des solutions systémiques, collectives, de gestion de l'eau, de gestion des bassins versants. C'est hyper dur. Franchement, c'est hyper dur. Il faut mettre tout le monde d'accord. Regardez la Charente, où
les agriculteurs, sont pas d'accord avec les chasseurs, qui sont pas d'accord avec les écolos, qui sont pas d'accord avec les ostréiculteurs qui ont besoin d'eau douce, pour même eux, pour l'ostréiculture. Voilà. Donc comment arriver à mettre tout le monde d'accord quand tout le monde est persuadé d'être légitime et d'avoir droit à l'eau. Voilà. Donc tout ça, nous, c'est ce qu'on va essayer de traiter avec des solutions, et il faut y aller doucement. Mais en effet, c'est urgent, il faut aller vite. Et clairement, il y a... Il faut y aller doucement et il faut y aller vite. C'est vrai que j'ai dit dans la même non, phrase. Mais il faut essayer d'y aller démocratiquement tout en essayant de... C'est un peu tout, non, mais c'est un peu tout l'enjeu de l'urgence écologique aujourd'hui. C'est de dire comment est-ce qu'en fait, on arrive à mettre en place un cadre démocratique où tout le monde a la parole et en même temps à avancer très rapidement. C'est un peu tout le problème. Haïdar, vous parliez justement de la vie d'un arbre tout à l'heure. Je sais que vous avez participé beaucoup, par exemple, à la plantation massive de mangroves. En quoi est-ce que l'agroforesterie, par exemple, Thomas en parlait, permet de réduire la consommation en eau d'un territoire? Il faudrait un micro, je crois. Je ne sais pas. La terre est composée de... Alors, juste, est-ce que vous pouvez reprendre avec la terre est composée de toute la matière des plantes qui tombent dessus, des petites branches, des feuilles. Quand il pleut, tout ça devient de la terre, du compost. Et l'eau de pluie percole dedans, sinon elle ravine, elle s'en va. Et elle lessive les sols, elle les gâte. Donc, c'est pour ça qu'un arbre, c'est très, très, très important. Et quand je vais dans les villages, je leur dis toujours, surtout aux jeunes, vous êtes connectés, Google, Facebook et tout ça là. Mais tu vois la plante là, le manguier là, lui avec le soleil, la pluie et la terre, donc l'eau, le soleil et la terre, il te donne un fruit. Eh ben, tu peux passer des années dans Google, il ne te donnera jamais ça. Mais ils sont tout le temps sur Google. Et l'autre... que j'appelle moi Facebook. Donc, l'arbre, c'est la vie, et malheureusement, on est en train réellement de perdre cette notion de la vie. Et la vie, c'est tellement beau. C'est bon, surtout à côté de ma femme, qui n'a pas voulu me laisser partir. Ma chérie, je suis épuisé. Je viens du Sénégal. Mais si vous êtes fatigué, vous pouvez Non, vraiment, je suis pas fatigué, il n'y a pas de problème. Je suis épuisé. J'en ai des... Ah mais alors, on vous oblige pas du tout à rester, même si c'est très intéressant. Non, mais je ne veux pas être impoli, quoi, quand même. Mais non, mais il n'y a pas de problème. Vraiment, je suis épuisé. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je suis venu du Sénégal avec avion beaucoup de retard, des fauteuils très serrés. Mais bon, je ne m'appelle pas Bill Gates aussi. Vous n'êtes pas venu en jet privé. On vous laisse aller vous reposer, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Non, vraiment. Désolé. Merci. Haïdar parlait justement de la crise de la sensibilité dont parle Baptiste Morisot, qui fait que la plupart des personnes sont plus capables de citer 10 marques de chaussures plutôt que 10 espèces d'arbres différentes. Emma, on parlait au début de cette question aussi donc des sols qui sont pollués, qui ne permettent pas à l'eau de s'écouler dans les nappes. Il y a une des solutions, on en a parlé avec l'agroforesterie, c'est toute cette question de la régénération. Mais il y a aussi, comme vous le disiez, cette sorte de guerre sur l'eau, Thomas, c'est-à-dire tous ces intérêts divergents. Pour vous, aujourd'hui, quelles sont d'une certaine manière les mauvaises solutions qu'on est en train de mettre en place face à cette question de l'eau et qui pourraient être dangereuses, ou les bonnes aussi d'ailleurs peut-être, hein, mais je pense qu'il faut faire attention à toutes les solutions d'innovation qui semblent venir résoudre un problème et finalement devenir un peu la panacée. Attention à ces solutions. J'entends beaucoup actuellement parler de politique qui serait finalement la solution toute trouvée au manque d'eau, notamment la réutilisation des eaux usées. C'est quelque chose qui peut être intéressant. Mais attention, je veux dire, est-ce que vraiment, à ce point-là, on n'est pas capable de respecter le cycle de l'eau au point d'avoir uniquement les eaux usées comme seule ressource? Est-ce qu'à ce point-là, on est capable de simplement
produire, faire toujours plus de croissance et de générer tellement plus de déchets qu'en réalité, il ne nous reste plus que nos déchets pour générer de nouvelles économies à travers de la méthanisation ou de la renouvellement des eaux usées. Je crois que ce qui nous manque, en fait, c'est de la conscience et de la cohérence. Et je crois qu'on a perdu ça avec ces années. On a perdu notre rapport au territoire. Je vais vous raconter une petite histoire que j'ai lue et que je trouvais magnifique. Il y a à peu près 1000 ans, en Chine, dans un petit village assez loin du fleuve Jaune, donc qui était soumis à des extrêmes sécheresses, les habitants ont décidé de créer des citernes sous leur maison avec une argile spécifique. Et ils se sont retrouvés à pouvoir gérer la moindre goutte d'eau et ne jamais manquer d'eau. Et puis, il y a quelques dizaines d'années, une des personnes du village, qui est devenue un ingénieur, s'est intéressée aux techniques ancestrales et il a décidé d'aller dans les villages et de transmettre ses savoirs. Et en réalité, il est passé pour un magicien et pour un sourcier, pour quelqu'un qui ramenait l'eau, parce que les gens avaient essayé palemment de reproduire plus ou moins ces citernes, mais ils les construisaient avec du béton, il n'y avait pas de qualité de l'eau qui était préservée. Et je crois qu'on a un peu oublié des choses qui existaient. Et quand on regarde en France, c'est pareil, on avait des citernes d'eau sous nos maisons. Aujourd'hui, on les a perdues. Et aujourd'hui, elles seraient bien essentielles quand on se rend compte qu'on n'est pas capable d'arroser nos 3 tomates, alors qu'en face, on va permettre effectivement l'arrosage du maïs. Il y a quelque chose qui correspond à de l'inégalité sociale et qui n'est pas possible, qui n'est pas gérable aujourd'hui. Et donc, je crois que voilà, si on doit remettre quelque chose, c'est cette cohérence, c'est que les choses soient justes, pour tout le monde. Et je crois que c'était ce qui est en train d'être crié quelque part dans ces premiers conflits de l'eau. C'est ce manque de justesse. C'est le fait que certains prélèvent de l'eau alors que d'autres en manquaient. Moi, quand j'ai commencé... par exemple les terrains de golf qui étaient arrosés cet été en pleine sécheresse et qui obtenaient des dérogations pour être arrosés. Exactement. Quand j'ai commencé mes études d'hydrologie, alors il y a quand même à peu près peut-être 15-17 ans, je travaillais sur ces sujets-là au Maroc, en Tunisie, sur d'autres pays où on gérait la gestion et la demande de la ressource en eau. Aujourd'hui, c'est en train d'arriver en France. Si on ne comprend pas ce qui se passe, moi j'ai des maires qui viennent me voir, qui me disent, écoutez, on a volé l'eau, on vole l'eau partout. Aujourd'hui, ce conflit est latent, il est en train de monter. Si on ne comprend pas ce qui se passe, si on ne décide pas collectivement à qui donner ce commun, à qui on décide finalement de le réserver et qu'on ne le décide pas tous ensemble, eh bien, on ira vers des distensions. Et je crois que, justement, et si on réussissait à sortir de ces oscillations émotionnelles tout le temps, entre on fait tout pour derrière mettre en place cette solution, c'est la solution évidente, et puis à la fois, eh bien non, il y a cette lutte contre, et si à un moment donné, on trouvait une voie où on décidait ensemble. Je crois que c'est ça la solution. C'est peut-être une utopie aujourd'hui, mais en tous les cas, si on y arrive, je crois qu'on comprendra à ce moment-là comment réussir à refondre nos territoires, à les repenser. Et je crois que la solution, elle passe par le fait déjà de récupérer le pouvoir à notre échelle, c'est-à-dire à notre niveau. Récupérons cette capacité de pouvoir générer notre électricité, générer notre eau, générer ce qui nous permet justement de dépendre le moins possible de systèmes qui sont trop dans l'oscillation et qui à un moment donné nous emmènent avec eux dans les bas-fonds. Je crois qu'il faut qu'on en sorte et qu'il faut qu'on comprenne à quel point on peut déjà décider, ne serait-ce que dans ce qu'on consomme, ce qu'on a envie de cautionner ou pas. Vous voulez dire à l'échelle individuelle? Vous vouliez réagir, Thomas? En fait, j'ai une question pour vous, Emma. Merci. En fait, je me posais la question. On entend beaucoup parler des marchés de l'eau, donc entre biens communs, biens privés. Enfin, il y a tout un sujet. On entend. Enfin, moi, souvent, on me parle d'un marché de l'eau qui serait équivalent un peu au marché du carbone, avec une mesure de l'empreinte eau, un peu calquée sur l'empreinte carbone des entreprises, et puis un marché potentiellement européen qui pourrait s'appliquer avec une unité particulière, parce que c'est plus facile que la biodiversité, par exemple, puisqu'on parle de litres d'eau. Sauf qu'un litre d'eau, on le sait, c'est pas la même chose selon qu'on parle d'eau verte, d'eau bleue. Et puis,
d'eau au Maroc ou d'eau en Écosse. Moi, je vous pose la question de votre avis sur est-ce que vous pensez que ce serait une bonne idée d'avoir un marché français de l'eau avec ce système d'échange qui a pu avoir pour moi des bons côtés sur le carbone, par exemple, puisqu'il y a des aspects positifs, mais est-ce que ce serait souhaitable? Et comme j'ai vu un député, et puis peut-être un député européen aussi se promener dans la salle, si c'est une bonne idée, c'est le moment de leur dire peut-être. Je crois qu'il y a deux sujets. La question de l'empreinte eau, elle est nécessaire à traiter parce que, effectivement, on a beaucoup parlé de notre empreinte carbone. Et moi, ce qui me dérange, c'est que j'ai un peu trop souvent l'impression que finalement, on va aller piocher dans nos poches, on va retirer notre carbone et c'est bon. Ou bien on récupère d'ailleurs, on le revend. Enfin, à un moment donné, et c'est là où on trouve les limites de notre système. C'est-à-dire que on ne sait penser qu'avec la même manière que l'on a pensé la finance mondiale, on pense le carbone. Et aujourd'hui, peut-être, on se dit, tiens, l'eau est à la mode. Et si on pensait l'eau comme ça? Je crois que c'est un peu l'histoire alors que, en réalité, si c'est pour une prise de conscience, pour comprendre ce qui se cache derrière ce que l'on consomme, oui, c'est essentiel. Si c'est pour juste en faire une nouvelle monnaie, je crois qu'on n'a pas besoin de ça. Je crois que nos territoires ont besoin en urgence d'être protégés. On a besoin de millions et de millions de gardiens de nos terres. Et je crois qu'il va falloir agir en urgence plutôt que de vouloir créer à nouveau un système virtuel qui finalement, le temps qu'il se mette en place et que tout le monde se mette d'accord, j'ai bien peur que d'ici là, il n'y en ait plus d'eau pour pouvoir en mesurer leur empreinte. Voilà. Alors, on l'a vu tout au long de cette heure presque écoulée, que la question des communs revenait beaucoup, qu'il y avait vraiment évidemment cette question démocratique autour de l'eau, et qu'on ne peut pas se dire qu'il y a certaines personnes qui peuvent, par exemple, je ne sais pas moi, arroser, je reprends l'exemple des terrains de golf, ou Kim Kardashian qui, en pleine sécheresse en Californie, a explosé son budget d'eau de 870 000 litres pour le mois de juin, par exemple, alors qu'à côté, il y avait des personnes qui n'avaient pas d'eau. Il y a vraiment cette question démocratique, en fait, qui se pose. Est-ce que, Alain Dupuy, il y a des instances qui commencent à exister, en fait, autour de ça, mais qu'on ne connaît pas forcément en tant que citoyenne, citoyen. À votre avis, comment est-ce que démocratiquement, on pourrait réfléchir à cette question, justement, des communs autour de l'eau? Est-ce que ça passe par des petites assemblées citoyennes à l'échelle locale ou régionale, spécifiquement sur l'eau? Comment ça pourrait fonctionner? Ou comment ça fonctionne déjà d'ailleurs? Ça fonctionne à l'échelle de ce qu'on appelle les grands bassins, ce qu'on appelle les bassins hydrographiques. Les agences de l'eau sont pilotées par des comités de bassins. Ce sont des assemblées de jusqu'à 200 personnes, issues de normalement toute la société. Mais c'est presque pas la bonne échelle, parce que oui, pour donner des grandes lignes, mais ensuite la gestion dont on a parlé, dire là on peut prélever, là on peut pas pour tel usage, c'est trop grand, ça marchera pas. Et après, je vous rappelle un gros problème, c'est que le sous-sol et l'eau, notamment, bien commun de la nation, c'est récent dans les textes. Et on n'a pas cette habitude. Tout le monde a l'habitude de dire, tiens, j'ai ma propriété, j'ai mon puits, j'ai mon eau. Oui, le terrain en surface, le puits peut-être, mais l'eau, non. Et ça, ça demande beaucoup de temps pour essayer de faire passer ces messages-là et se dire, ok, je ne prélève pas sur l'eau potable pour irriguer ma pelouse ou mon jardin et je vais prendre l'eau de mon puits déjà. Ça, c'est un énorme progrès pour nous au quotidien. Si on arrivait à faire ça, ça serait un gros bénéfice de la gestion de nos ressources, notamment pour faire de l'eau potable. C'est de l'eau de qualité. On va essayer de ne pas l'utiliser pour faire des lavages de voitures ou autre usage. Après, il faut se l'approprier, mais il faut se l'approprier en état accompagné. Alors là, les scientifiques, Emma le fait vraiment et est connu pour ça, il faut qu'on accompagne, parce que malheureusement, ce qui se passe en surface n'est pas exactement le même mode de fonctionnement de ce qu'il y en a en souterrain. Et donc, appliquer des recettes qui ont fonctionné pour tel ou tel usage en surface au modèle souterrain, c'est sûr, on va dans le mur. Donc, il faut de l'accompagnement, il faut de l'appropriation, il faut de la décentralisation. Bien entendu, il y a
Ici, nous sommes plusieurs centaines. Eh bien, à plusieurs centaines, on a déjà une masse de connaissances. Il faut se l'approprier. Nous, scientifiques, on est là pour vous expliquer des choses, mais on est là aussi pour apprendre plein de choses. Donc, des lieux d'échange, des tiers-lieux deviennent essentiels. Parce que malheureusement, je vais dire un exemple, c'est une lapalissade, excusez-moi, mais on a géré l'eau quand c'était facile. Il y en avait. Mon voisin, malheureusement, est parti. Bienvenue au club des pays secs. Ben oui, c'est exactement ça. Et on va devoir apprendre à gérer un autre modèle d'eau. Et ça, on ne sait pas faire, on ne sait pas bien faire. Donc oui, descente d'échelle pour les solutions, descente d'échelle pour les connaissances, pour les prises de décision. Et là aussi, on n'a pas encore les outils. Il va falloir inventer ces outils-là. Donc oui, il y a du travail en tout cas. Bah, c'est ce qu'on... Il nous reste à peu près 15 minutes, donc je vous propose de poser vos questions. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut circuler avec un micro. Voilà, je vois qu'il y en avait qui étaient déjà prêts. Bonjour, merci pour cette assemblée. On a beaucoup de marques d'eau minérale qui arrivent de plus en plus. On est loin des Contrexéville, des Evian et tout ça. Quelle est la réglementation en matière d'extraction d'eau pour des besoins d'eau potable, comme c'est le cas? Alors, la réglementation en France, en tout cas en France, déjà une eau minérale, historiquement, c'est un médicament. Et normalement, elle était originellement vendue qu'en pharmacie. Et pourquoi? Parce que l'agrément pour faire une eau minérale, c'est l'agrément par l'Académie de médecine. Actuellement, les eaux qui sont, et c'est toujours vrai, les eaux qui sont vendues comme eau minérale, alors je ne dis pas en bouteille parce qu'il y a plusieurs niveaux là-dedans, mais eau minérale, c'est un accord, un droit de puisage par le ministère de l'Environnement et une reconnaissance par l'Académie de médecine comme un bienfait pour la santé. Mais je vais peut-être vous choquer, il y a des eaux minérales qui ne sont pas potables. Parce que ce n'est pas la même règle. Si vous buvez que du Contrex, vous buvez qu'une eau qui n'est pas potable au sens sanitaire du terme. Donc attention, là aussi c'est de la méconnaissance. D'accord? Alors, les eaux minérales, oui. Après, il y a les eaux de table, les eaux embouteillées, c'est encore d'autres réglementations. Excusez-moi, tout à l'heure, quelqu'un a parlé de Coca-Cola et de Danone. On les retrouve dans ces marques d'eau. Et est-ce que ces firmes puisent allègrement dans les nappes phréatiques? Alors, ils puisent en France, à nouveau, jusqu'à un certain volume autorisé de manière annuelle. En France, sachez que, normalement, si la loi était appliquée in extenso, tous les prélèvements sont soumis à une limite de prélèvement. J'ai dit, après il faut le faire respecter, mais tous les prélèvements sont soumis à une limite qui est actée. Ensuite, bien entendu, chacun gère, enfin le propriétaire du point de prélèvement gère. Malheureusement, là, il y a moins de police que par rapport à l'autorisation. Mais normalement, tous les prélèvements sont autorisés avec une limite de volume. Ouais. Oui, bonjour. Moi, je suis agriculteur. J'ai entendu tout à l'heure Thomas Binet dire il n'y a pas de solution simple, etc. Je suis d'accord, mais j'ai quelques années de plus et donc j'ai vu un moment dans la campagne française où ce n'était pas ce paysage-là. C'est-à-dire que dans les années 70, que j'ai connu, on a arasé des centaines de milliers de kilomètres de talus, d'arbres qu'on a foutus au milieu du champ et qu'on a fait brûler. Et donc, on a tué la capillarité entre l'eau des couches supérieures et les nappes phréatiques. Et donc, aujourd'hui, avec tout ce qu'on nous impose, nous, au niveau agricole, comme règles, etc., comment on ne peut pas demander que les surfaces des parcelles soient limitées, qu'elles soient encadrées par des haies, etc. Et je pense que ça permettrait au moins le captage de l'eau qui nous fait le bonheur de venir chez nous. Voilà, donc ça, c'est possible, et c'est d'ailleurs la condition pour augmenter
le taux de matière organique dans les sols, qui aujourd'hui est une véritable catastrophe. Voilà. C'est pas une question, mais bien vu. Enfin, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que là, on est en train de parler de l'eau. Mais en fait, le chantier des haies, Maxime de Rostolan, je crois qu'il intervient bientôt, vous parlera de ça parce qu'en fait, tout est connecté. L'arbre, la haie, l'agroforesterie, l'eau, le carbone du sol. Tout ça, c'est le vivant, en fait. C'est ça, c'est ces fameuses solutions fondées sur la nature, qui est un terme barbare pour dire des solutions de bon sens qui étaient là il y a 30 ans ou il y a 40 ans chez nous et qui sont encore là parfois, mais qu'il faut retravailler, quoi. Donc ça, c'est des solutions, en effet, à la parcelle et à l'échelle. Voilà. Après, je pense qu'il y a des solutions aussi collectives qui viennent compléter ça, notamment sur la gestion de cette fameuse eau bleue qui est l'eau prélevée. Voilà. S'il y en a, il y a eu beaucoup de questions devant. S'il y en a derrière qui veulent poser des questions, ne soyez pas timides, hein, levez la main, on viendra. D'accord, il y en a une ici aussi. Oui. Okay. Vous vouliez parler de l'agroforesterie, n'est-ce pas? Oui, alors, comme étant une des 5 solutions qui pourraient nous permettre, n'est-ce pas, de sortir de ce problème. Bon, j'ai eu l'occasion de participer au congrès mondial d'agroforesterie qui a eu lieu à Montpellier en 2019. Il y avait 500 délégués, des Chinois et autres. Alors, le dimanche, c'était, comment dirais-je, pour les particuliers. Le vendredi et le samedi, c'était pour les professionnels. Les autres n'avaient pas accès. Ils ne se disaient pas la même chose. J'avais été invité par des Chinois et donc j'ai eu accès aux discussions particulièrement intéressantes. À l'ouverture de ce congrès, j'ai entendu le responsable du délégué qui a demandé, qui a dit, bon, je crois que dans la salle, nous sommes tous d'accord sur la finalité. S'il y a une personne qui n'est pas d'accord, qu'elle se lève. Il y avait 500 personnes, personne ne s'est levé. C'était extraordinaire. Et en allant faire le tour des emplacements où il y avait des banques, n'est-ce pas, qui proposaient des solutions, qui avaient surtout des idées. Excusez-moi, juste, oui, j'en si arrive vous pouviez poser votre question. En fait, c'est simplement pour que d'autres personnes puissent en poser aussi. J'en arrive au fait. D'accord. Il y avait là un groupe d'ingénieurs qui proposait une technique pour faire pousser dans les déserts ou dans des terres sèches n'importe quoi. Il se faisait fort. Alors, il y avait un bocal d'1 mètre de hauteur en plastique, il y avait de l'eau et une plante au milieu. Et alors, je leur demande comment faire, avec quelle technique ils procèdent. Alors ils me disent, voilà, il suffit d'injecter, de faire un trou dans le sol, c'est tout simple, n'importe où. On y injecte de la matière plastique pour créer un bol. Et ensuite, il suffit de mettre de l'eau en petite quantité. L'eau se conserve et là, on fait pousser tout ce qu'on veut, y compris des roses et des tomates dans le désert. Je lui dis, bon, c'est bien, mais ensuite, que devient le bol? Ah ben, ça, personne n'y a réfléchi, ce n'est pas un problème. On laisse comme ça. Voilà un exemple de solution miracle que je trouve incroyable parce qu'on se prépare à mettre des milliards de bols en plastique n'importe où dans les terres qui n'ont plus d'eau pour essayer de créer artificiellement quelques zones encore qui puissent apporter de l'alimentation. Voilà ce que j'ai à dire. J'aimerais savoir ce que vous pensez de ce genre de raisonnement parce que pour moi, le progrès nous a un peu aveuglés et nous a fait perdre le bon sens. Je pense que c'est dommage qu'Aïdar soit parti parce qu'il suffirait que vous parliez avec lui. Lui, c'est un peu le guichet des idées folles, hein. Avec la barrière, la grande muraille verte. En fait, il y a toutes sortes d'idées folles et d'idées qui sont moins. Et je pense qu'il en a accumulé un certain nombre au cours des dernières années. Oui, je suis le député européen qui se balade parce que j'aime bien marcher quand j'écoute
Mais je suis pas. Donc j'ai bien compris que tu m'interpellais. Mais je suis aussi paysan. Je suis probablement encore, même si ça commence à se développer, à la tête de la ferme qui a la plus grande surface agroforestière de Nouvelle-Aquitaine, hein, puisque moi j'ai commencé à planter des arbres il y a presque 20 ans maintenant. Comme je le disais ce matin, moi je suis devenu agronome, non pas quand j'ai eu mon diplôme d'ingénieur dans une école pas très loin d'ici, mais à rencontrer des agronomes autodidactes comme Heider par exemple, qui font un boulot absolument remarquable, et j'ai essayé de transposer ça sur ma ferme. Donc c'était pour dire qu'il y avait des solutions. Moi j'avais, si je voulais répondre aussi sur le fait que il y a quelques élus, puisque tu m'as interpellé en tant qu'élu, il y a quelques élus qui dénoncent la financiarisation de l'eau, et on a fait un appel, et Emma était là le 25 janvier à La Rochelle, on a fait un appel pour dénoncer la financiarisation de l'eau, et notamment l'entrée en bourse, il y a presque 2 ans maintenant, de l'eau, et donc des élus de toute la planète, on est trop peu nombreux, je te l'accorde, mais dénoncent cette logique de financiarisation de la ressource en eau. Moi, je voulais poser une question rapide sur la temporalité. C'est-à-dire que ceux qui aujourd'hui veulent de l'eau, on a parlé, Emma a beaucoup parlé de ceux qui irriguent du maïs, et ceux qui veulent le plus d'eau, ça représente 80% de la consommation d'eau en été, et bien ceux qui réclament beaucoup d'eau sont aussi ceux qui n'ont pas compris cette temporalité, qui ont effacé les haies, qui ont effacé les zones humides, qui ont effacé les zones d'épandage de crues, qui ont effacé les méandres des cours d'eau, et qui donc n'ont pas compris la temporalité. Et aujourd'hui, quand on dit qu'on veut restaurer ces méandres, ces zones humides, ces zones d'épandage de crues, c'est pas de l'écologie. C'est pas de l'écologie qu'on veut faire. C'est sortir justement de cette logique qui oppose économie et écologie, et montrer que dans cette logique de temporalité, il faut retenir l'eau dans ces espaces-là qu'on a complètement dévastés, et que c'est le préalable à toute autre possibilité d'irrigation, de stockage de l'eau, pourquoi pas. C'est-à-dire qu'on pourra commencer à parler d'irrigation et de stockage de l'eau quand on aura restauré ces zones de stockage naturelles qui permettent la temporalité de l'eau, justement. Alain, tu disais, il faut 1 semaine, 1 an, parfois 1 siècle, et pourquoi pas des millénaires, pour que l'eau rejoigne les eaux souterraines. L'eau de qualité, c'est l'eau souterraine, et donc il faut restaurer cette temporalité de manière à ce qu'on rallume les cercles vertueux qu'on a oubliés pour sortir des cercles vicieux que ceux qui veulent de l'eau aujourd'hui ont complètement effacés. C'est presque des pompiers pyromanes. C'était pas une question, je crois. Est-ce que vous voulez réagir? Ou on prend une dernière question? On va prendre une dernière question. Je suis désolée, il nous reste pas beaucoup de temps et c'est très timé. Ah, merci, une femme. Bonjour. Comme on est dans les solutions, etc., par rapport à la gestion de l'eau, Emma, Ziza, vous avez déjà évoqué dans différentes conférences la solution des villes éponges. Est-ce que vous pouvez un peu plus développer, expliquer et nous en parler un peu plus? Alors, je pense qu'il faut faire très attention parce que les premiers promoteurs de la ville éponge, c'est souvent la Chine. D'ailleurs, on m'avait proposé à peu près en 2019 d'aller visiter une ville qui s'appelait Wuhan, juste quelques mois, qui mettait en évidence des solutions. Mais bon, j'ai pas été. Bon, il y a comme ça il faut parfois suivre son intuition, je crois. Donc voilà, attention aux pré-modèles un peu pré-mâchés. Je crois que ce qui est très important de comprendre dans cette dimension d'éponge, le territoire, c'est déjà une éponge. Là, on a déjà eu, par exemple, des millions de mètres cubes d'eau qui sont tombés avec des pluies diluviennes. Tout a été déjà absorbé par le territoire parce qu'un territoire, surtout quand il a très soif depuis très longtemps, au début, c'est très compliqué pour que l'eau puisse pénétrer, mais à un moment donné, il va boire énormément cette eau. Maintenant, je crois que ce qui est important, c'est de comprendre à quel point cette circulation de l'eau, il faut la recréer partout, il faut la recréer dans les villes. Il y a des exemples très intéressants dans la recherche, notamment, j'ai un exemple en tête en Australie, où on a pris un sous-bassin versant, donc en fait un petit tronçon de territoire en amont d'une ville, au-dessus de Sydney, et on a décidé de désimperméabiliser l'intégralité du territoire. Donc on le désimperméabilise comment? Eh bien, on recrée des connexions de l'eau avec la terre et avec les sous-sols, avec des noues, avec différents moyens. Et on s'est rendu compte qu'on gagnait 90% de qualité de l'eau, au final, dans la rivière. Alors pourquoi? Parce que l'eau, au lieu d'arriver par la pluie et rejoindre le cours d'eau par le haut,
en fait, et prendre tous les polluants sur son passage, eh bien, elle la rejoignait tout simplement par le bas, puisqu'en fin de compte, c'était la nappe qui alimentait majoritairement la rivière, et donc la qualité était là. Et donc, c'est important aussi de comprendre à quel point le système, normalement, quand il n'est pas trop touché et atteint partout, il est tellement incroyable qu'en réalité, on a des filtres naturels, c'est un sol, c'est une nappe. Et donc, si on restitue en réalité cette cohérence dans nos villes et dans nos campagnes, parce qu'en réalité, on a abîmé cette surface et on l'a imperméabilisée, que ce soit dans nos champs ou dans nos villes. Et donc, c'est tout cet enjeu qui est énorme. Et je pense que Benoît Biteau l'a très bien dit, à un moment donné, c'est compliqué, effectivement, de venir dire, oui, il y a des choses à faire, parce que nous, on est peut-être ici tous en conscience, en ayant envie de faire des choses. Et c'est compliqué parce que c'est peut-être pas ceux qui font actuellement qui, derrière, génèrent finalement ce qui se passe. Donc voilà, simplement pour essayer de vous répondre sur le fait qu'il est clair qu'à chaque fois que vous verrez des surfaces imperméables, il faut comprendre que c'est une non-solution et qu'il faut absolument maintenant travailler sur le fait de revenir en arrière. Mais tout comme on a dévasté nos champs et enlevé toutes ces haies et enlevé toute cette cohérence, tout comme un arbre, ça met du temps avant de repousser, c'est un peu pareil pour la route, il va falloir prendre énormément de temps. Donc cette action, elle doit être massive, elle doit être puissante. On doit comprendre l'urgence. Je crois qu'on n'a pas compris. On n'a pas compris où on en est aujourd'hui. On n'a pas compris ce qui se passe en France. Et on n'a pas compris à quel point, bien sûr qu'on est concerné en France, autant que tous les autres pays du monde, voire plus, parce que l'hémisphère nord est en train de se réchauffer 4 fois plus vite que le reste du monde. Les géants de l'eau mondiaux, que sont le Brésil et le Canada, vivent actuellement des sécheresses historiques. Donc si on ne comprend pas ça, à un moment donné, on va passer à côté des bonnes solutions et on peut encore les mettre en place. Et je crois que vous disiez tout à l'heure qu'effectivement, on avait ce temps, parce qu'on était riche en eau, de pouvoir mettre ces solutions. Et en fin de compte, on savait faire, mais justement, on n'a pas su faire au moment où on était riche. Et donc, est-ce que c'est vraiment dans la douleur et l'urgence qu'on doit agir ? Je crois que malheureusement, l'humain a tendance quand même à réagir toujours dans ces situations. J'espère qu'au moins, ça servira de levier pour nous permettre justement d'impulser ces politiques massivement. Voilà. Alors, juste en 30 secondes pour terminer, parce que vous disiez tout à l'heure, Alain Dupuis, que toutes les personnes qui sont là allaient repartir avec beaucoup d'informations. C'est vrai que c'était une conférence très dense, et vous disiez que ces informations allaient servir à quelque chose. On sait bien que les solutions, elles sont au niveau politique, au niveau systémique, mais les citoyens peuvent aussi passer par ça. Qu'est-ce que vous diriez chacun en une phrase aux personnes qui sont là, justement sur la façon dont elles peuvent agir sur cette question de l'eau ? Parce que voilà, on a rappelé l'urgence pendant 1 heure, on a parlé des solutions, des fausses bonnes solutions. Mais... Alors, en entendant ce que disait le public, moi j'ai une phrase d'Hannah Arendt qui revient, qui est le fait que le progrès et la catastrophe sont l'avers et le revers d'une même médaille. Et je pense qu'elle est tellement d'actualité encore aujourd'hui qu'il faut essayer de se servir de cette sagesse-là. Voilà. Thomas ? Moi, j'ai été frappé par un chiffre que vous avez donné sur la consommation d'eau d'une personne, qui n'est pas les 100 litres, 120 litres, ça dépend si on a soif ou pas, c'est les 5000 ou 7000 litres d'eau, y compris virtuelle, qu'on consomme chaque jour, en mangeant de la viande, en achetant des vêtements, etc. Donc, à l'échelle individuelle, il faut bien comprendre ça. C'est pas parce qu'on coupe le robinet en arrêtant de se brosser les dents, c'est super. Mais ce n'est pas ça le vrai sujet. Et si vous voulez participer à la réflexion, je vais faire de la pub pour Watershift, puisque c'est ma journée. Ils sont au village, l'équipe est au village des activistes de l'autre côté de la route. Allez, voilà, venez discuter avec nous. Vous pouvez aller au stand de Watershift. Alain Dupuis, je vous laisse le mot de la fin. Pour l'eau, merci. Pour l'eau, on est là pour vous apporter des connaissances, mais moi j'aimerais bien avoir un retour. Venez nous chercher dans nos laboratoires, venez nous donner des idées. La nature a plus d'imagination que nous, et à plus nombreux, on est plus fort aussi. Voilà. Merci beaucoup.